Avec moi, Frédéric Bérard. Frédéric, juste avant d'embarquer dans la Cour internationale de justice, on a vraiment eu beaucoup de textos au sujet de la discussion qu'on avait tantôt sur les jeunes qui se retrouvent dans les services de garde qui sont subventionnés, des jeunes qui sont des enfants d'immigration qui sont ici juste avec un permis de travail, mais sans avoir été avalisés. Et il y a plein de gens qui disent on manque tellement de garderies au Québec, il faut donner la priorité à ceux qui sont des Québécois qui sont pleinement reconnus. Est-ce que tu serais d'accord? Parce que je voyais ça, puis je me disais, c'est un peu comme les 2-3 autres sujets dont j'ai parlé l'autre fois, qui concernaient des clauses grand-père, ce qu'on appelle des clauses grand-père. Est-ce que tu serais d'accord que les jeunes, parce que les éducatrices disent, on peut pas les retirer parce qu'ils ont des amis, puis ils nous connaissent, ce serait déchirant. Mais si on dit, OK, ceux qui sont déjà là, vous allez rester là, mais les prochains, vous n'avez pas le droit, vous devez vous soumettre au règlement qui existe depuis 20 ans et prioriser les Québécois qui ont le total statut. Écoute, une clause grand-père, c'est mieux que rien, mais la réalité, c'est que le règlement est discriminatoire. Le règlement est inconstitutionnel, le règlement est invalide. Ça, je te dis, la Cour suprême va le confirmer dans relativement peu de temps, tu verras, puis ça va être la fin des haricots. Puis l'autre affaire, c'est que si on veut jouer cette game-là, c'est correct, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec le permis de travail de ces gens-là? De ces gens-là qui débarquent ici dans nos champs pour faire des jobs qu'on veut pas, qui débarquent dans nos CLSC, dans nos RPA pour faire des jobs qu'on veut pas, on va faire quoi? Ils peuvent pas garder leurs enfants en même temps qu'ils travaillent. OK, mais c'est un point auquel j'avais pensé, puis on pourra en débattre. Une clause grand-père, c'est toujours mieux que rien. Oui, OK. Alors, parle-moi maintenant de grosses décisions. Oui. Je disais tantôt, partout, là, tous les médias évoquent cette décision de la Cour internationale de justice à propos de la lutte contre les changements climatiques. Alors, explique-moi, c'est quoi la décision? Écoute, moi, je suis ça depuis un bon bout de temps. J'étais même allé aux Pays-Bas en 2019 parce qu'il y avait une grosse décision de la Cour d'appel là-bas qui avait dit au gouvernement néerlandais, tu brimes la Convention européenne des droits de l'homme parce que tu n'agis pas en matière environnementale. Puis il y a d'autres pays dans le monde qui ont eu des décisions semblables, notamment la Belgique, en Norvège, en Océanie aussi. Et là, la Cour internationale de justice, Denis vient de rendre, tu l'as dit, peut-être certainement une des décisions les plus importantes de son histoire. Il y a 15 juges, la Cour est unanime. Ça, tu vois quasiment jamais ça. Depuis l'existence de la Cour, depuis 80 quelques années, là, c'est arrivé 4 ou 5 fois. Ça arrive jamais. Donc, tous les juges sont clairs à l'effet que le réchauffement climatique est en train, passe-moi l'expression, de scraper la planète. La Cour écrit mot pour mot, il s'agit d'une menace existentielle. Une menace existentielle à l'humanité. Puis là, tu vas me dire, OK, ouais, c'est bien bon, c'est ça, mais ça va changer quoi en droit? Ben écoute, bien ça, la Cour a dit là, les gros pays qui polluaient, ben les petits pays, là, ils vont vous poursuivre, puis vous allez vous faire ramasser. Parce que le recours est venu, écoute, ça c'est quand même intéressant, un petit archipel de rien là, dans l'océan Pacifique. Ce sont des étudiants qui ont interpellé la Cour internationale de justice, qui leur a donné raison, de toute évidence, parce que ces jeunes-là ont dit, c'est parce que nous, là, on pollue pas. C'est minuscule, là, cet archipel-là, et on est sur le bord, dans quelques années, maximum quelques décennies, de disparaître sous l'eau. Et là, ça a interpellé la Cour, de toute évidence, puis elle rajoute ceci. Elle dit, les États, là, écoute bien ça c'est fort. Même si vous respectez les traités internationaux, comme l'accord de Paris, elle dit, c'est pas assez. Vous êtes obligé d'en faire plus. Parce que ne pas agir, ben, c'est un crime en soi. Fait que là, imagine l'espèce de bordel que ça va créer, parce qu'elle lance aussi le message, les États, vous devez forcer les pollueurs, vos pollueurs, les grandes entreprises multinationales, puis les plus petites, à respecter certains cas. Dans d'autres termes, vous ne pouvez plus vous cacher derrière un accord qui, on sait bien, l'accord de Paris, honnêtement, c'est pas comme si tous les pays le respectaient déjà à la base, mais même ça ne sera pas suffisant. Vous allez prendre des mesures proactives, sinon on va vous ramasser. Donc, elle s'adresse, cette décision-là, aux pays et non pas aux compagnies. Parce que tu as des compagnies multinationales dans 7, 8, 10, 15, 20 pays puis qui polluent également à peu près partout, là. Ben, c'est parce qu'il faut savoir, c'est que la Cour internationale rend des décisions face aux pays eux-mêmes, pas face aux entreprises à proprement parler. Mais elle dit aux pays en question, vous devez agir face à vos pollueurs, puis elle dit aux petits pays, gâtez-vous si vous voulez poursuivre les gros. Mais là, maintenant, tu auras compris qu'il y a quelque chose qui va être un peu achalant dans tout ça, c'est que tes pays pollueurs, comme l'Inde, comme les États-Unis, évidemment, comme la Chine,
est-ce qu'elles vont respecter la décision de la Cour? C'était ma prochaine oui, question. Je sais, tu t'en allais là. Alors, j'ai décidé de te couper l'herbe sous le pied. Oui, mais j'aurais eu l'air bien intelligent de la poser, mais qu'est-ce que tu veux? Trop tard. On a du gnochon. Ah, vraiment? Arrête donc, je pensais que les États-Unis allaient suivre ça tout de suite, allaient s'autoflageller. Surtout que Trump a dit à l'accord de Paris, va au diable. Il était sorti de là lors de son premier mandat. Biden est revenu, il ressort encore. Il vient de sortir de l'UNESCO qui protège les patrimoines naturels. En tout cas, bref, l'applicabilité du droit international, c'est toujours le problème, mais l'idée est là. C'est ça, mais les institutions internationales, par définition, ça n'a pas beaucoup de tranchants. C'est-à-dire qu'ils peuvent émettre des points de vue. Regarde, tu parles de Trump. Il va débarquer de l'UNESCO. Ouais. Là. Il a décidé qu'il débarquait. Il dit, je regarde les programmes, puis ça sonne pas mal c'est chinois. Woke. Il dit non, il a dit c'est woke. C'est woke et chinois. Parce qu'il dit les Chinois. Ah oui. Mais n'empêche, peu importe le programme, s'il ne le respecte pas, si les États-Unis ne s'occupent pas de ça, ça veut dire quoi? Mais attends une minute, il y a quelque chose qu'il faut ajouter par contre. C'est que la décision de la Cour a dit quoi? Elle dit, vous pouvez poursuivre vos États si vos États n'en font pas suffisamment. Donc là, il y aura des recours, pas nécessairement en droit interne, mais en droit pas en droit international, pas nécessairement en droit international, mais en droit interne aussi. Par exemple, il y a des jeunes ici, des moins jeunes, qui vont poursuivre le gouvernement fédéral. Et la Cour suprême du Canada n'est pas liée par la Cour internationale de justice, mais c'est du droit qui influence. Donc, elle pourrait, par exemple, dire, moi, là, le droit à la sécurité, je l'étends au droit à la sécurité environnementale dans ce cas-ci, et j'ordonne au gouvernement fédéral de faire X, j'ordonne aux gouvernements provinciaux de faire Y. En d'autres termes, il y aura des impacts concrets. Alors, parlons d'un autre dossier, parce que c'est cette semaine, on a commencé aujourd'hui à éclairer le chemin, j'allais dire, à balayer les allées qui vont mener à une décision quant à la sentence qu'on donnera aux leaders des camionneurs qui ont bloqué pendant la pandémie la ville d'Ottawa. Et comment tu vois ça? Là? Parce qu'il y a déjà des grosses sentences qui sont demandées par les procureurs. Oui, bien bloqué, c'est un euphémisme. Hein? Ouais. Paralysé, ce serait peut-être plus précis. Klaxonné, paralysé. C'est un état de sédition à peu près. Écoute, Lagacé a écrit un excellent texte dans la presse ce matin, là, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je suis 1000% d'accord avec lui. Ce qu'il est en train de faire, Pierre Poilievre, ici, là, ça, c'est surtout ça qui m'intéresse, je t'avoue. Là. Déjà qu'il était là, lui, au début, hein, c'est comme ça qu'il a ramassé le leadership du Parti conservateur. Si tu te rappelles, il a tassé O'Toole en s'acoquinant avec ces complotistes-là. Il se promenait, il allait leur offrir du Tim Hortons, des beignes, là, pendant qu'il était dans le spot à tirer du gun à l'eau, puis à faire oink-oink avec le camion, puis à écœurer tout le monde pendant 3 semaines. Mais là, il en rajoute une couche. Disant, c'est écœurant, ça, réclamer 7 ans de prison, d'emprisonnement pour un geste comme ça, voyons donc. Mais c'est parce que mêle toutes tes affaires. T'es chef de l'opposition officielle. C'est pas à toi à dire au système de justice comment agir. C'est pas à toi de dire aux juges comment agir, au procureur de la couronne comment fonctionner, comment proposer X ou Y peine. Donc, tout ça pour te dire quoi? Cette interférence-là, Denis, politique, moi, ça me fait sciller les oreilles à chaque fois. Puis c'est pas la première fois que je t'en parle. Là. Ça fait au moins 10 ans que je travaille là-dessus. Ah oui, ça scille beaucoup. Ça scille solide. Fais-moi confiance, parce que ça, c'est du Trumpisme encore. C'est de les institutions judiciaires. On s'en fout. Il laisse entendre que c'est un complot. Il laisse entendre que c'est une espèce de vengeance politique. Je pense même que c'est le terme qui est employé. Vengeance politique de quoi? Cette gang-là a paralysé la ville d'Ottawa. Ils ont été condamnés, là, après preuve. Ils ont été condamnés pour méfaits. Ils ont été condamnés, un des deux a été condamné aussi pour avoir encouragé la violation d'une ordonnance judiciaire. Écoute, c'est du droit criminel pur, là. Il n'y a rien de politique là-dedans. Alors tout ça pour dire que moi, quand je vois le chef de l'opposition officielle qui essaie de se faire du capital, là-dessus, honnêtement, moi, ça me fait peur, parce que c'est ça le spin de Trump. Rappelle-toi, à chaque fois que Trump se fait ramasser par les tribunaux, qu'est-ce qu'il dit? Ben là, c'est des démocrates, puis parti, puis ça n'a pas d'allure, puis c'est un complot, puis c'est pas vrai, puis c'est ça. Puis il y en a même de nos commentateurs au Québec qui disent Trump est victime de persécution politique. Voulez-vous me lâcher basket avec ça? Il n'y a pas de persécution politique là-dedans. Ce sont des crimes de droit commun. Ils font la même affaire avec Le Pen en France. Ben c'est écœurant, c'est de la persécution. Laissez-moi la persécution de côté. Si tu commets un crime au Canada, ce qui va arriver, ben tu vas te faire condamner. Bon, ben c'est tout. Ça finit là. Peu importe les motifs. Alors que Éric Duhaime, lui, a fait un peu l'inverse, parce qu'au début, lui aussi, racolait cette clientèle-là, mais il prend ses distances, Éric, quand même. Il n'a pas vraiment le choix. Mais Poilievre non plus, s'il veut devenir premier ministre à un moment donné. Moi, je t'ai conseillé de Poilievre, ça n'arriverait pas, parce qu'il ne me demanderait jamais conseil. Mais je dirais là, c'est parce que
les complotistes sont déjà pas mal avec Oui, vous. c'est dans le centre Ça qu'il va, faut là. que tu chercher du C'est monde. parce que si t'as perdu Voilà. l'élection, là, c'est pas parce que les complotistes ont déserté. C'est parce que monsieur, madame, tout le monde qui a un peu d'allure dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Si tu gèles une ville, ben, tu mérites une condamnation en conséquence. Hey, tu as travaillé fort aujourd'hui. Tu es venu me parler 3-4 fois. Ouf! Ça a l'air que c'est Les pas fini. neurones, ça a travaillé fort Là, là, aujourd'hui. je suis brûlé, mais là, il faut que je reste pour Fadois. En plus? Ben oui. Ben, Écoute, wow. profitez-en, c'est le même prix. OK. Au retour, justement, Fadois Lapierre est avec nous. Elle nous parle du Danemark qui a pris les grands moyens pour combattre l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on ne sait pas trop encore ce que c'est que cette bébite-là, mais on subodore que ce sera peut-être pas nécessairement facile pour l'humanité après la pause.